Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter la dernière émission du mois de septembre 2021. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en œuvre, notre ami Yvon Chéry. Nous sommes avec vous sur différentes plateformes. D'abord sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de Vision Max Service. En Haïti, nous avons 3 stations de radio qui nous écoutent. Radio Macaya dans le sud, Radio Télé-Express à Jacmel et Radio Solidarité à Port-au-Prince. Notre objectif, c'est d'être toujours avec vous pour vous informer sur les dernières informations en matière d'immigration au Canada. Ce soir, à cette émission, nous avons encore pour vous beaucoup d'informations. D'abord, nous allons vous parler des répercussions de la COVID sur l'immigration, c'est le premier point. Ensuite, nous allons vous parler de beaucoup de nouvelles. Nous allons vous parler des nouvelles qui concernent, par exemple, le passeport vaccinal. Nous allons vous parler des questions qui concernent le Québec en termes de permis de travail, des travailleurs étrangers temporaires. Nous allons vous parler aussi de la fin du programme et des anges gardiens. Il y a 3000 personnes pour le Québec, tandis qu'au niveau de l'Ontario, ça avoisine 7000 personnes. Nous allons vous parler aussi de la situation des réfugiés et nous allons faire aussi une analyse sur ce qui se passe avec les Haïtiens aux États-Unis et on va essayer d'avoir une idée globale et surtout pour les gens aussi qui arrivent ici au Canada et qui font une demande, qui veulent faire une demande d'asile. Souvent, ils n'ont pas les bonnes informations. On va parler de ça aussi. Après ça, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Et notre éclairage aujourd'hui, c'est la situation des demandeurs d'asile. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez à ce moment-là nous contacter ou bien envoyer un message. Et il y a un membre de l'équipe qui va vous répondre pendant que l'émission est diffusée. Nous faisons la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. D'abord, le 438-876-9398. 438-382-9398. Nous avons 2 numéros de téléphone pour nous rejoindre en Haïti. Le 48 20 78 18. Le 22 09 76 82. Alors, et si vous voulez nous rejoindre, c'est d'abord, par exemple, sur WhatsApp, 438-876-9398. Et ensuite, si vous voulez nous rejoindre, par exemple, sur le site internet, c'est www.visionmaxservice.com. Vous pouvez aussi prendre une consultation sur cette page-là. Et on vous dit qu'on est ouvert du lundi au vendredi, on ne travaille plus le samedi. Et quand vous avez un message, une information, vous appelez à ce numéro-là et ça va nous faire plaisir de vous contacter. Comme annoncé, nous allons vous parler des répercussions de la COVID sur l'immigration. Vous savez que depuis le 9 août, le Canada reçoit les citoyens américains, les résidents permanents. Mais depuis le 7 septembre, le Canada reçoit beaucoup de visiteurs parce que c'est la première fois que les gens peuvent venir sans autorisation. Alors, ce qui arrive, c'est que aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont ici et qui effectivement visitent, mais il y en a d'autres qui viennent pour d'autres situations. On va en parler tantôt. Ce qu'on vous dit, si vous êtes à l'étranger et que vous décidez de venir ici au Canada pour visiter, alors il y a des conditions à remplir. Vous devez avoir les 2 doses et en plus de ça, les vaccins qui sont reconnus, c'est AstraZeneca, c'est Pfizer, c'est Moderna, c'est Johnson & Johnson. Ce sont les vaccins reconnus par le Canada. Et ensuite, vous devez normalement transmettre vos données par ArriveCan. Et vous devez porter un masque à votre arrivée et suivre toutes les indications des autorités sanitaires et des agents et des autorités au niveau des frontières. Alors, ça, c'est ce qui arrive pour vous qui, effectivement, vous êtes ici et vous êtes à l'étranger et vous voulez rentrer au pays. Maintenant, une fois arrivé ici, ça veut dire que vous devez rester en quarantaine pendant 14 jours si vous avez des symptômes ou bien si vous avez reçu un diagnostic positif de COVID-19. Sachez bien que la quarantaine, c'est si vous ne présentez pas de symptômes de COVID-19.
Alors, si, par exemple, vous êtes exempté de la quarantaine, ça veut dire que c'est parce que vous fournissez des services essentiels et puis vous ne présentez pas de risque pour la population. Parce que le gouvernement canadien a l'obligation de protéger les gens, soit pour des raisons sanitaires, soit pour des raisons de sécurité. OK? Alors, tout ce que vous devez savoir maintenant, si vous voulez voyager au Canada, vous devez prendre les vaccins, vous devez ensuite passer le test 3 jours avant et vous devez utiliser ArriveCAN pour envoyer toutes ces données-là parce que c'est ce qui va vous permettre effectivement de rentrer au pays. Maintenant, pour les étudiants, OK? Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a très peu d'étudiants qui n'ont pas reçu leur décision. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, la plupart des étudiants sont déjà ici au Canada. Alors, si quelqu'un veut rentrer au Canada, et comme étudiant, il doit faire la demande. Et la prochaine date, c'est le mois de janvier 2021-22. Au mois de janvier, c'est le trimestre d'hiver. Et là, maintenant, on doit faire les démarches pour présenter notre demande de permis d'études. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé ici comme étudiant étranger, vous devez faire les démarches, vous devez étudier. Vous devez ensuite demander une prolongation si jamais vous avez votre permis qui a expiré. Parce que ça peut arriver si votre passeport expire bientôt. Alors, on peut vous donner un permis d'études qui va être équivalent à la durée du passeport, mais il se peut que vos études soient plus longues. Alors, vous pouvez demander une prolongation. Et ensuite, vous ne devez pas travailler si vous n'avez pas encore commencé à étudier. N'oubliez pas, chaque samedi, on dit la même chose. On ne vous donne pas un permis d'études pour travailler, on vous donne un permis d'études pour étudier. OK? Alors, ensuite, on vous dit que vous avez droit aussi à un permis de travail post-diplôme après avoir eu votre diplôme. OK? Ça, c'est important par rapport à ça. En ce qui a trait au bureau, OK? Au bureau de visa ou bien aux bureaux qui sont ici au Canada, ça veut dire que vous n'avez pas de rendez-vous si vous ne vous présentez pas. C'est-à-dire si vous voulez avoir un rendez-vous, il faut effectivement attendre. Vous ne pouvez pas vous présenter sans avoir un rendez-vous. Maintenant, pour ce qui a trait aux demandeurs d'asile, on va en parler tout au long de cette émission. Mais déjà, si vous êtes ici au Canada, vous devez présenter votre demande. C'est en ligne. Il y a la plateforme postale qu'on doit utiliser. Mais maintenant, c'est sûr qu'on va parler tantôt des motifs pour quelles raisons on peut faire la demande d'asile. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, dans les circonstances, c'est que si vous êtes aux États-Unis, l'entente sur les pays tiers sûrs reste en vigueur. Et normalement, si vous voulez faire votre demande, vous devez vous assurer que vous avez un parent ici au Canada qui a un statut. Et en même temps, vous ne devez pas faire de demande d'asile aux États-Unis. Ça, c'est vraiment important avec ça. Et après ça, maintenant, une fois que le processus est en cours, vous faites votre permis de travail, puis vous suivez toutes les directives et assurez-vous que vous avez quelqu'un qui peut vous aider pour pouvoir faire votre demande à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui a trait à la citoyenneté ou bien à la carte de résidence permanente, sachez que maintenant, c'est un peu long. Et même pour la carte de résidence permanente, ça prend presque 6 mois, 8 mois. Alors, si vous avez l'intention de voyager, il faut réfléchir 2 fois avant d'y aller. Et si c'est la citoyenneté, le nombre de jours passés à l'étranger ne compte pas. Ensuite, pour l'examen de citoyenneté, si on vous invite à passer l'examen, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais nous, on ne peut pas vous donner une date ou bien dire qu'on va vous donner, c'est nous qui allons vous permettre d'avoir l'examen de citoyenneté en ligne. C'est le gouvernement qui décide à qui il envoie l'invitation. Mais pour le serment de citoyenneté, tout se fait par appel vidéo depuis le 1er avril 2020. Alors, c'est sûr qu'il faut attendre. Parce que souvent, les gens nous disent que oui, on aimerait avoir des dates, mais on ne peut pas vous donner de date si jamais on n'a pas de date, parce que c'est ça la réalité. Bon, au niveau de l'immigration du Québec, c'est toujours la même chose. Alors, vous avez des rendez-vous, ou bien vous avez fait une demande de CAQ, ou bien une demande de CSQ, alors il faut attendre. Souvent, les gens ils vont appeler Immigration Québec alors que leur dossier est toujours au fédéral. Si vous faites une demande de parrainage, par exemple, attendez d'avoir la lettre et attendez de faire la demande de CSQ avant d'appeler Immigration Québec pour l'état du dossier. Parce que sinon, Immigration Québec va vous dire que, ah oui, on n'a pas vu le dossier. Alors, il faut faire attention avec ça.
Maintenant, voyons pour la commission de l'immigration et du statut de réfugié. Tout ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, la commission de l'immigration et du statut de réfugié fait des audiences virtuelles. Et normalement, la plupart des audiences se font par vidéoconférence. Alors, on ne va pas utiliser le présentiel pendant quelques temps parce que on est encore en pandémie, on parle de la 4e vague. Alors, ce que vous avez à faire, vous voulez faire votre demande d'asile ou bien vous voulez préparer votre audience, sachez que c'est important. À l'audience, vous devez démontrer qu'effectivement, vous avez des problèmes si jamais vous retournez dans votre pays d'origine. Alors, faites attention, prenez les bons conseils avant de commencer avec votre démarche. Alors, ça, c'était l'ensemble des répercussions de la COVID sur l'immigration. On va passer maintenant aux nouvelles. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On commence avec les nouvelles. Toujours en lien avec la pandémie, on apprend que la frontière terrestre avec le Canada restera fermée aux voyages non essentiels pour un mois de plus, soit jusqu'au 21 octobre 2021. Ça veut dire que les Canadiens qui voudraient aller aux États-Unis par voie terrestre ne peuvent pas s'y rendre. Si vous voulez aller aux États-Unis, vous devez utiliser la voie aérienne ou bien la voie maritime. Vous ne pouvez pas vous rendre par voie terrestre. Jusqu'au 21 octobre 2021, c'est ça la norme. Maintenant, les États-Unis ont aussi annoncé des choses assez importantes. Vous allez voir, on dit que désormais, vous ne pouvez pas vous rendre aux États-Unis par voie aérienne si vous n'êtes pas adéquatement vacciné contre la COVID. C'est ce que l'administration Biden a fait savoir lundi dernier. Cela inclut les ressortissants des pays qui étaient interdits de séjour depuis de nombreux mois. Alors, on a dit que les États-Unis ont annoncé, et cette nouvelle-là, c'est que désormais, vous ne pouvez pas vous rendre aux États-Unis pour vous faire vacciner, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui faisaient ça. Vous devez d'abord être vacciné pour pouvoir rentrer aux États-Unis. Et ensuite, vous devez aussi vous faire tester dans les 3 jours avant votre voyage vers les États-Unis. Porter un masque, c'est ce que le coordonnateur de la lutte contre la pandémie à la Maison-Blanche, M. Jeff Zients, dans une conférence de presse téléphonique. On a dit que les frontières terrestres des États-Unis avec le Canada et le Mexique resteront fermées aux voyages non essentiels encore un mois de plus. Ensuite, les Américains non vaccinés qui reviennent aux États-Unis après un séjour à l'étranger seront pour leur part soumis à des obligations de test encore plus strictes. Ensuite, on dit on va mettre fin à une très longue interdiction parce que depuis que la pandémie a frappé aux États-Unis, les administrations Trump et Biden ont tour à tour interdit les ressortissants de 33 pays d'entrer au pays, ce qui a créé d'innombrables situations personnelles et familiales douloureuses. Maintenant, c'est séparer des familles. Par exemple, depuis janvier 2020, les Chinois ne peuvent pas entrer aux États-Unis. Depuis février 2020, c'est la même chose pour les Iraniens. Et depuis mars 2020, pour les Européens des 26 pays de l'espace Schengen, les Britanniques et les Irlandais. Les Sud-Africains et les Irlandais et les Indiens ont aussi été visés. Les Canadiens n'ont jamais été empêchés de voyager aux États-Unis par voie aérienne, même si Affaires mondiales le déconseille depuis le début de la pandémie. Alors, mais depuis janvier dernier, ils ne peuvent pas embarquer dans un avion avant d'avoir monté un test de dépistage négatif effectué 3 jours plus tôt. Actuellement, la Maison-Blanche n'a pas précisé dans l'immédiat quel vaccin permettrait de rentrer sur le sol américain. Aux États-Unis, on donne seulement les vaccins de Pfizer, de Moderna et de Johnson & Johnson. OK? AstraZeneca, on n'a pas pris AstraZeneca aux États-Unis et on dit que est-ce que l'administration Biden va autoriser les gens à rentrer s'ils ont pris le vaccin AstraZeneca qui a été utilisé à grande échelle dans plusieurs pays européens mais aussi au Canada dans une moindre proportion. La question maintenant se pose pour les Chinois et les Russes qui ont reçu des vaccins développés par leur gouvernement. Les 2 pays ont d'ailleurs fourni des millions de doses à plusieurs autres pays. Alors on dit maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec les ressortissants de ces 2 pays? En Europe, on dit seuls les vaccins approuvés aux États-Unis seraient considérés valides pour les voyageurs. On a indiqué toutefois que les autorités américaines allaient examiner la possibilité de lever les restrictions pour les Européens vaccinés par AstraZeneca. Alors, M. Jeff Zients, qui est le coordonnateur, il dit que pour les autres vaccins, AstraZeneca notamment, c'est l'agence de santé qui allait décider, mais il avait l'air d'être positif et optimiste. En Europe, les gens sont soulagés d'apprendre ça.
L'interdiction de voyager aux États-Unis a agacé de nombreux pays européens qui déploraient ce manque de réciprocité, eux qui ont ouvert leurs frontières aux Américains vaccinés à l'instar du Canada. La Commission européenne n'a pas tardé à saluer l'annonce américaine pour dire que oui, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises, pour les familles. L'Allemagne et le Royaume-Uni ont aussi très vite salué la décision américaine. On dit que c'est une excellente nouvelle par rapport à ça. Alors, c'est sûr que les Américains imposent leurs lois, imposent leur façon de faire. Et aujourd'hui, si les Américains disent que vous n'allez pas rentrer dans leur pays, c'est comme si tout le monde se plie, se coupe les chines et puis on accepte. On apprend aussi qu'au Canada, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour voyager du Canada à l'horizon. C'est comme si les voyages internes, quand on voyage d'une ville ou d'une province à une autre, on avait dit que on devait avoir un passeport vaccinal, mais apparemment, le gouvernement de M. Trudeau, qui a été réélu, soit dit en passant, ce gouvernement-là n'a pas l'air de fixer ou de rendre obligatoire la vaccination d'une province à une autre. Alors maintenant, on va regarder ce que le gouvernement a choisi de faire, par exemple pour les vols étrangers, pour les personnes qui arrivent de ce pays-là, parce que de ce côté-là, on va attendre la décision du gouvernement par rapport à la vaccination entre pays, entre provinces. Mais maintenant, on va dire, au niveau des lignes aériennes, on commence à être inquiet parce qu'on ne sait pas, on a parlé des détails sur ce que le gouvernement envisage de faire en ce qui concerne le processus. Mais si le gouvernement reste flou de ce côté-là, mais on dit que les lignes aériennes demandent à leurs employés d'être pleinement vaccinés. Depuis le 30 octobre de l'année dernière, on dit que au moins les gens ont reçu les doses. Et il y en a qui sont entièrement vaccinés. Et là, on dit qu'on fait tout pour essayer de rendre l'espace aérien sécuritaire. Maintenant, depuis le 7 septembre, les touristes étrangers, toutes nationalités confondues, rentrent au Canada à condition d'être pleinement vaccinés. Mais on n'exige pas ça aux étudiants étrangers ou bien aux travailleurs étrangers temporaires. Selon les données qui sont disponibles, entre le 5 juillet et le 8 août, près de 230 000 voyageurs partiellement ou non vaccinés venus au Canada par avion ont subi un test. Au total, durant cette période, le résultat de 0,80% de ces tests a été positif. À l'heure actuelle, hormis le port du masque par exemple, aucun test et aucune preuve de vaccination ne sont exigés dans un vol intérieur. On dit qu'on prépare une preuve vaccinale pour le séjour à l'étranger. Alors, c'est ce qui est annoncé. Ça veut dire on va regarder les données, les personnes qui arrivent depuis le 7 septembre, et on va voir si ces gens-là arrivent avec des résultats de tests positifs. Et là, maintenant, on va déterminer si on va exiger d'autres choses pour permettre à ce moment-là aux gens qui arrivent de pouvoir fonctionner correctement, ou bien pour que les Canadiens ne soient pas en difficulté, parce que si les gens apportent le virus, c'est sûr que ça va encore provoquer d'autres problèmes. On change maintenant de sujet, on parle de Next-Nazi, et vous vous rappelez, on vous a parlé de ça à plusieurs reprises. C'est un monsieur qui a travaillé apparemment à l'époque des nazis en Allemagne comme interprète. Il est venu au Canada et apparemment il a caché des informations, il est devenu citoyen canadien, mais les Juifs ont contesté, ils ont dit que ce monsieur-là, c'est un criminel, c'est quelqu'un qui a contribué à assassiner des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. On ne devrait pas accepter que cette personne-là soit devenue un citoyen canadien. Alors, on apprend que cette personne-là, M. Helmut Oberländer, un ancien membre des escadrons de la mort du régime nazi, est décédé paisiblement au Canada, alors que durait encore une bataille judiciaire de plusieurs décennies avec le gouvernement fédéral autour de son extradition en Allemagne. Les Juifs avaient demandé que ce monsieur-là soit extradé en Allemagne pour être jugé. Alors, il est mort à 97 ans. Imaginez, je vous ai parlé de ça, à 4 reprises, il est devenu citoyen canadien et le gouvernement a contesté devant la justice le fait de devenir citoyen canadien et la justice a toujours redonné la citoyenneté à ce monsieur-là. Alors maintenant, on dit, le Canada, pendant tout ce temps-là, n'a pas pu extrader ce monsieur-là parce qu'il était toujours citoyen canadien. Alors,
les communautés juives disent que, regardez ce monsieur-là, qui est mort, la famille dit qu'il est mort paisiblement, alors que les juifs qui sont tués, qui étaient exterminés par Hitler, ces juifs-là n'ont pas pu mourir paisiblement. Alors, les juifs sont vraiment en colère, ils disent que c'est pas normal que chaque fois qu'on enlève la citoyenneté à ce monsieur et que finalement on a la justice qui accepte de redonner la citoyenneté à ce monsieur-là. Alors, les Juifs disent, qu'en est-il de ceux qui ont péri dans l'Holocauste, au moins de cette unité nazie? Ils n'ont pas pu mourir paisiblement chez eux, entourés de leurs proches. Ils ont perdu leur dignité, leur vie, tout leur a été enlevé. C'est ce que M. Levitt a dit. Bon, c'est sûr que on comprend la frustration des Juifs, mais quand même, le monsieur, il est mort. Et malgré tout, on continue à poursuivre le monsieur, même dans la mort. Est-ce la question à se poser, est-ce qu'on va demander d'extrader le cadavre de ce monsieur en Allemagne? Parce que quand même, là, c'est une situation qui a duré à 4 reprises. Il a fait appel de la décision. Et la justice lui a donné raison. C'est parce qu'on a des raisons de croire qu'effectivement, il n'a pas été coupable. Le ministre de l'Immigration n'a pas réagi à une demande de commentaire de la presse canadienne. On va suivre, mais de toute façon, le monsieur est mort maintenant. Il n'y a plus de poursuite en tant que tel. Maintenant, on s'en va au Québec. On apprend qu'il y a 3 entrepreneurs d'origine colombienne qui sont coupables d'avoir embauché 178 travailleurs illégaux dans les hôtels. On parle de femmes de chambre, d'hommes d'entretien, et des gens qui sont sans papier, payés sous le salaire minimum. Ils ont travaillé illégalement dans une trentaine d'hôtels de la grande région de Québec qui est placée par ce trio d'entrepreneurs d'origine colombienne. On a donné leur nom. On dit que 2 des 3 hommes sont citoyens canadiens, le 3e a sa résidence permanente. Ils n'ont aucun antécédent judiciaire. Le projet calmant de l'Agence des services frontaliers a mis fin à leur commerce lucratif de placement illégal de travailleurs non autorisés. Alors, ils sont en cours maintenant. Ils se chargeaient d'embaucher, de rémunérer, de répartir, de transporter les travailleurs. Ils ont pu obtenir un contrat avec GDI, qui est l'une des plus grandes agences de placement. Et c'était eux autres qui devaient embaucher, rémunérer et repartir. L'entreprise GDI a avoué avoir payé plus de 2 millions de dollars en revenus pendant la période de juin 2018 à janvier 2019 à cette entreprise-là qui s'occupait de ce travail-là. Mais malheureusement, ces entrepreneurs malhonnêtes, ils payaient ces gens-là à un salaire minimum, ou même en dessous du salaire minimum. Et on dit que ces gens-là, pour la plupart, étaient des Mexicains, en particulier de l'État d'Hidalgo, et une faible proportion venait de la Colombie. Ils parlaient espagnol pour la plupart. Ils arrivaient au Québec avec un visa de visiteur, parce que les Mexicains n'ont pas besoin de visa. Ils venaient ici. Le seul motif était pour travailler, mais ce qui arrive, c'est qu'ils ont été floués parce qu'ils ont travaillé et vraiment la situation était vraiment difficile pour eux. Ce qui arrive, c'est que l'agent de services frontaliers a porté plainte et aujourd'hui, on demande la prison pour ces 3 travailleurs étrangers, 3 entrepreneurs, parce qu'on estime que ce n'est pas normal qu'on puisse abuser de ces gens-là, qu'on paye en argent comptant et ensuite, qu'on puisse avoir, par exemple, des personnes, mais les entrepreneurs ne savaient même pas leur nom, et puis, c'était quoi, ils n'avaient pas de permis. Si jamais il y avait un accident, ces gens-là seraient vraiment relégués à l'arrière-plan. On a récupéré 75 000 dollars en argent comptant et dans l'entreprise de ces travailleurs-là. C'est vraiment une situation difficile. On demande la prison pour eux. Mais les représentations sur la peine auront lieu en décembre et on dit que on va demander une peine d'emprisonnement et c'est possible parce que la loi prévoit une amende maximale de 50 000 dollars et un emprisonnement de 2 ans par voie de mise en accusation. Mais si c'est par voie sommaire, c'est de 10 000 dollars et l'emprisonnement maximal de 6 mois. Toujours sur la question des travailleurs étrangers, on a des rapports qui sont sortis. Et on accuse le gouvernement de Legault de ne rien faire et d'avoir ouvert la porte à des abus visant des travailleurs étrangers temporaires de plus en plus nombreux au Québec.
Parce que la loi sur l'immigration au Québec a été mise en place pendant qu'on avait très peu de travailleurs étrangers temporaires. Aujourd'hui, avec tous les gens qui arrivent, notamment des Européens qui ont le visa des visiteurs qui viennent dans des programmes comme programme de mobilité internationale, programme vacances-travail. Alors, il y a de plus en plus de travailleurs étrangers temporaires dans le pays. Alors, mais on dit qu'on ne fait rien pour résoudre le problème. Alors, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, dit que les entreprises québécoises, les intermédiaires, les agences de recrutement qui abusent de ces pratiques-là sont illégales et le gouvernement va agir contre ces gens-là. Alors, ça, c'est vraiment une situation avec la pénurie de main-d'œuvre. Il y a des entreprises qui décident de s'orienter vers le marché international pour recruter des employés étrangers pour des postes peu qualifiés. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a des promesses utopiques, on a des contrats qui ne sont pas respectés, des frais exorbitants, des employés, tout ça. On dit que c'est une situation difficile. Imaginez, dans la grande région du Québec, tout près de l'Assemblée nationale du Québec, il y a près d'une trentaine d'hôtels qui utilisent des employés qui n'ont pas de permis de travail. Il y a d'autres qui ont le permis de travail, mais qui ont des difficultés à faire respecter leur contrat. Alors, l'opposition a tiré à boulet rouge sur le parti de la CAQ qui dirige le pays, la province. Pour le Parti libéral du Québec, ce sont de belles paroles, mais il y a des histoires d'horreur et il fallait s'y attendre. Le gouvernement a tout fait pour augmenter le nombre de travailleurs étrangers temporaires, mais il n'a pas pensé à les accompagner et à les aider. C'est ce que Monsef Déragi, qui est porte-parole du Parti libéral du Québec. Ensuite, il y a les autres partis, il y a M. Fontesilla de Québec solidaire. Tous disent que ça devient une business pour toutes sortes d'intermédiaires pas très scrupuleux. Et là, on doit prendre des sanctions contre ces gens-là, parce que sinon, ça va poser un problème plus loin, parce que c'est le programme qui sera mis en difficulté. Alors, M. Boulet, qui est le ministre, dit qu'il y a près de 300 activités de vérification qui ont été menées, mais c'est sûr qu'on continue à travailler pour essayer de trouver une solution. Et c'est à ce moment précis que M. Legault demande à Ottawa de rapatrier le dossier des travailleurs étrangers temporaires, alors que normalement, au Québec, voilà des dégâts qui se font et on n'a rien dit, on n'a rien fait. Et en plus de ça, il demande d'autres pouvoirs pendant qu'il y a eu des scandales dans le permis d'études, il y a eu des scandales maintenant dans le programme de travailleurs étrangers. Il demande beaucoup de pouvoirs pendant que rien n'est fait pour arriver à contrôler ou bien à régler cette question-là. Maintenant, on va voir comment ça va se passer avec ce gouvernement-là qui est réélu. Est-ce que M. Legault réclamait beaucoup de pouvoir, mais M. Legault appuyait l'autre parti, le Parti conservateur, qui n'a pas gagné. Comment sera la relation entre les deux? On va voir ça. Maintenant, on apprend aussi que dans le programme d'âge gardien que Québec a mis en place, il y a moins de 3000 personnes qui sont régularisées dans ce programme-là, alors que dans l'autre province, l'Ontario, il y a près de 7000 personnes qui ont pu obtenir la résidence, tandis que dans la province du Québec, où le programme a vu le jour, il y a moins de la moitié. Pourquoi? C'est parce que M. François Legault, qui est le Premier ministre du Québec, s'est opposé à l'élargissement de ce programme-là, et ça a permis à ce moment-là d'avoir moins de personnes, ce qui a découragé des gens qui travaillaient dans le secteur de la santé et qui se retrouvent vraiment en situation difficile parce que pratiquement on n'a pas reconnu leurs compétences et il y a très peu de personnes qui ont pu bénéficier de ce programme-là. Alors, les organismes communautaires, il y a beaucoup de groupes qui se sont dit que de toute façon, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. On ne devrait pas causer autant de tort à ces gens-là. Maintenant, on va maintenant passer à la question en Haïti. On apprend que, vous êtes au courant de ça, depuis la semaine dernière, il y a la situation des centaines d'Haïtiens qui sont au Texas et qui sont campés à Del Rio, dans la ville frontalière du Texas. Et vous savez comment, vous avez vu des images choquantes de personnes qui sont vraiment humiliées par des gardes à cheval. Et
on se retrouve dans cette situation-là où il y a un tollé aux États-Unis, et vous avez appris aussi que même l'envoyé spécial des États-Unis en Haïti a dû démissionner parce qu'il dit que on ne peut pas accorder un traitement de cette façon-là à ces gens qui sont ici et qui effectivement vivent des situations ou bien sont aussi humiliés. Encore un gouvernement dirigé par des démocrates qui disent souvent être proches des Haïtiens. Alors c'est une situation extrêmement compliquée, et là on peut dire que on doit faire quelque chose. Et d'une part, il y a nos compatriotes qui sont là-bas, il faut leur donner de meilleures informations parce qu'il y en a qui se sont trompés, il y en a qui se sont fait dire que oui, ils peuvent venir aux États-Unis parce qu'on va leur donner le TPS. Ok, ils ont quitté. Mais il y a également avec le Chili, il y a eu des problèmes également, puisque il y a des personnes qui étaient au Chili mais qui n'avaient pas de permis de travail. Alors la situation est extrêmement compliquée. Mais on dit, quel que soit le cas de figure, quelle que soit la façon dont ces gens-là sont entrés aux États-Unis, oui, les États-Unis ont le droit de les expulser, mais cependant, ça dépend de la façon dont cela a été fait. Et c'est ça qui n'est pas correct, parce que on a créé vraiment des situations difficiles, et ça ne fait pas honneur à M. Biden qui dit une chose mais qui ne respecte pas ce qu'il dit. Alors c'est pas possible qu'on puisse avoir quelque chose comme ça. J'ai entendu la vice-présidente, Mme Kamala Harris, qui dit que ce n'est pas humain. Mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, on fait des enquêtes et tout ça. Mais pourquoi ça se fait aujourd'hui? Pourquoi? C'est sûr qu'on avait des consignes, il y a des directives qui ont été données aux gardes. Parce que en plein 21e siècle, traiter les gens de cette façon-là, ça fait honte aux États-Unis. Et vraiment, quand on sait que les États-Unis sont responsables à 80% de tout ce qui arrive au pays, parce que ce sont les États-Unis, et d'ailleurs c'est l'envoyé spécial des États-Unis en Haïti qui dit ça, qui dit que les États-Unis empêchent Haïti de fonctionner parce que les États-Unis font toujours des choix pour le pays. Alors ça, c'est une situation extrêmement compliquée. Et là maintenant, on a le représentant de HCR, qui est l'organisme qui gère la question des réfugiés à travers le monde. C'est l'organisme onusien. Alors le HCR dit que non, on ne peut pas accepter ça, il faut faire quelque chose, et pour faire quelque chose, on doit de plus en plus porter les Américains à prendre une décision qui est correcte. Il s'appelle M. Filippo Grandi, qui est le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Lui aussi a été choqué par ces images choquantes de vie déplorables. Ça veut dire que c'est une situation extrêmement difficile. Alors, tantôt, on va parler de cette situation-là, parce que ça nous touche beaucoup, ça nous fait penser vraiment à... C'est comme si on était au Moyen-Âge, c'est comme si on était à l'époque de l'esclavage, où on a chaîné les Noirs, où on les jetait dans les mers. C'est comme si on était à cette époque-là, en voyant un soldat à cheval qui est en train de tirer le maillot, la chemise des gens, et qui est en train de les pourchasser avec des fouets. Ça nous rappelle tristement cette période-là où on avait vraiment, où on fouettait les gens, et c'est malheureux, c'est vraiment triste. On s'arrête là pour les nouvelles. Après ça, on va passer au rappel des nouvelles les plus importantes. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle que nous sommes en direct, page Facebook de Vision Max Service, et sur le site internet www.radioimmigration.com. Vous avez des questions, des commentaires, vous envoyez vos questions et ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors, maintenant, on va commencer avec le rappel des nouvelles pour les gens qui veulent faire des demandes de visa et de visiteurs. Alors, c'est sûr que vous êtes très nombreux à nous appeler pour nous dire oui, j'ai besoin d'un visa de visiteur. Comme je vous dis chaque samedi, je vous comprends, je sais que vous avez besoin de ce visa-là, vous avez besoin de pouvoir visiter, mais en même temps, des pays comme les États-Unis, la France, le Canada savent que dans la situation actuelle, ça va être difficile à vous de visiter et de retourner. Alors, c'est ça l'enjeu. Nous, avec des personnes qui ont effectivement des possibilités, des gens qui peuvent démontrer qu'ils ont assez de biens, qu'ils ont assez de familles, qu'ils peuvent, par exemple, retourner, on peut faire la demande. Mais cependant,
aux jeunes, aux personnes sans ressources. On ne va pas encourager ces gens-là à faire des demandes de visa parce qu'on sait qu'on va vous refuser. Alors, tous ceux qui peuvent démontrer qu'ils ont assez de moyens pour pouvoir effectivement faire ces démarches-là, nous sommes avec vous, nous pouvons vous aider. Pour les permis d'études, c'est la même chose aussi. Nous pouvons vous aider à préparer, à faire votre demande de permis d'études pour le trimestre d'hiver. Ce dont vous avez besoin, c'est de la capacité financière, c'est de dire que vous êtes en mesure de pouvoir effectivement faire votre demande sans avoir, par exemple, de problème pour payer l'école, la scolarité. Et encore, ce qu'on encourage aussi, c'est que vous êtes ici avec un permis d'études, on vous encourage à étudier. Déjà, comme je vous dis, il y a des personnes qui nous appellent pour nous dire qu'elles ne peuvent pas payer, que les parents n'ont pas les moyens. Alors, imaginez, vous êtes venu au mois de septembre. Oui, il y a eu un tremblement de terre en Haïti, par exemple. Cependant, au mois de septembre, quand le tremblement de terre a eu lieu au mois d'août, c'est que vous saviez déjà que vous alliez venir pour payer. Alors, quand maintenant vous dites que non, vous ne pouvez pas payer, et puis quand vous décidez, par exemple, de changer pour faire d'autres demandes, c'est sûr que ça va avoir un impact sur les personnes qui vont faire d'autres demandes. Et alors, on veut éviter ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça parce que c'est pas bon, c'est pas intéressant. Maintenant, pour ce qui a trait aux demandes de citoyenneté, demandes de carte de résidence, on est en mesure aussi de vous aider à préparer ça. Mais quand on fait pour vous, on remplit pour vous une demande de citoyenneté, on n'est pas responsable de la suite. Alors, si vous voulez faire le suivi avec immigration, vous appelez immigration. Nous, c'est pas un contrat de service que vous avez avec nous. On vous a aidé à remplir le formulaire de citoyenneté. Après ça, le reste, c'est à vous. OK? Alors, on n'est pas responsable de ça. Par la suite, pour ce qui a trait aux questions de demande de résidence permanente, pour la question de travailleurs qualifiés, surtout avec entrée express, ça veut dire que continuez à faire vos tests de français ou d'anglais, continuez à faire aussi l'évaluation de diplôme. Maintenant, tout ce qui compte, tout ce qui se fait, c'est que pour la création du profil, on doit avoir ces deux documents-là. Alors, des fois, les gens disent, oui, dans le contexte d'Haïti, on ne peut pas faire ça. Mais quand vous dites on ne peut pas faire ça, ça prend ces deux éléments. Si vous ne les faites pas, vous ne pouvez pas avancer. Okay? C'est aussi simple que ça. Pour le parrainage, pour les gens qui veulent faire une demande de parrainage pour prouver que la relation elle est vraie, elle est authentique, tout ce qu'on vous dit, c'est que aujourd'hui, dans les circonstances, c'est que vous avez à faire votre demande et que vous avez à prouver. Et vous devez avoir assez d'éléments, assez de preuves pour démontrer ceci. C'est important de savoir que vous ne pouvez pas faire le contraire. Vous ne pouvez pas, par exemple, penser que vous allez prouver que votre demande, votre relation, elle est authentique si jamais vous n'avez pas les preuves. Je vois de plus en plus, encore ce matin, j'ai eu un appel, quelqu'un qui me dit qu'il a des problèmes dans son domaine d'asile parce qu'il a fait le divorce, pour me dire nous ça plus bien parce que pour ne pas quitter le monde de affaires nous, parce que c'est pas possible. Lui divorcé en Haïti, pendant que le divorce en Haïti, c'est que l'unité était ici, madame ici, et puis il voyait il fait divorce pour lui en Haïti. Moi, dis-nous ça, parce que souvent, c'est le bagage ça a fait, là, nous toutes victimes là-dedans, et puis après ça, qu'on a constaté ça. Moi, dis-nous, si on a divorcé en Haïti, il faut une là-dedans, sous place en Haïti. Si on pas sous place en Haïti, ou pas capable de faire divorce. Et si on fait, il va le Québec plus loin. C'est pas qu'on peut venir à quitter faire le bout, non? Parce que si deux personnes au Canada, et que moun yo au Canada y a vivre, comment on fait à le faire divorce en Haïti? Même pas que j'aime comprendre ça. Nous deux ici, c'est là nous vivons, c'est là nous travaillons. Mais c'est quoi cette idée pour nous voir où nous faire le bon? Il y a des gens qui font parce qu'ils le pays pension alimentaire, ou il y a des gens qui font parce qu'ils disent ils ont passé de côté et puis ils ont fait ça ou voulez. Alors faites attention, si le divorce n'est pas bon, ça veut dire que le mariage va le faire pas bon tout. Alors c'est vraiment important. Quand vous devez vous marier, si jamais vous l'avez été avant, assurez-vous que le divorce est fait suivant les règles de l'art. Sinon, vous n'êtes pas en relation, bien votre deuxième mariage n'est pas légal. Maintenant, pour ce qui a trait au parrainage d'enfants, et c'est enfants naturels ou bien enfants biologiques, afin de mon abdim, un petit neveu, un petit bagal, non.
et au cas parrainer nos neveux dans la mesure que c'est orphelin de père et de mère et de moins de 18 ans. C'est ça qui peut permettre au capable parrainer un orphelin. Parce que c'est pas parce qu'il y a un problème en bas que Kounya là nous avons décidé pour nous parrainer tout le monde nous voulons. L'homme nous a dit oui, nous pas capable parrainer mon cousin, nous pas aux États-Unis côté c'est immigration familiale qui est plus important. Au Canada, c'est l'immigration économique là qui est plus important. C'est pas même bagaille là. Canada dit pour parrainer, c'est mari ou madame, ensuite pour parrainer petit tout, et pour parrainer parents qui c'est maman, papa, grand-père, grand-mère. Et ça, c'est mon cas parrainé. Pour neveu, c'est un cas exceptionnel. Ou même pour des petits frères, c'est des cas exceptionnels. Il faut être orphelin de père et de mère, et en même temps, il faut avoir moins que 18 ans. Moi, c'est étonné pour moi, mon qui dit que mon frère de 43 ans, il veut parrainer. Moi, je dis que c'est seulement pendant le tremblement de terre, il y a une petite possibilité, après ça va pas exister. Mon cap dit nous ça, faire un projet article de loi ou des règlements qui permettent que mon cap fait ça. Maintenant, ce qui a trait aux demandes d'asile, on dit à tous ceux qui ont l'intention de faire une demande d'asile, ok, on va parler de ça tantôt, c'est que pour faire la demande d'asile, vous devez être persécuté. Vous devez avoir un motif de persécution. Sinon, vous allez faire la demande, vous allez perdre un peu de temps, et puis à ce moment-là, vous allez échouer dans votre démarche. C'est pas parce que le pays a des problèmes, à tout profiter, comme c'est dit nous ça. Mais même répéter, et vous parlez, ouais, que après 1 an, après 2 ans, on a dit que vous avez raison. C'est même gens avec Mounou en 2017, ils ont été venus. Moi, je dit que si a fait de mon asile, mais qui gens pour faire de mon asile là? Mon t'a dit oui, c'est là j'aime de faire qui fait me dire ça. Nous ouais après ça résultat, en pile monde pas passé. Alors en pile monde a venu là, ils venu avec visa visiteur. Moi t'a dit nous bagaille, c'est que si nous venons avec visa visiteur nous, OK, nous dit nous un problème. Mais pour nous faire de mon asile là, faut que nous ayons un motif valable. Motif que me te n'a dit yo pas valable. Ou pas qu'à faire de mon asile parce qu'on dit dans le sud de un tremblement de terre, ça n'a pas marché. Ou pas qu'à faire de mon asile parce que pour dire que moi-même, je ne peux pas passer Matissan, je ne peux pas passer Fonamara. Ça n'est pas valable. Ou pas qu'à faire de mon asile parce qu'on dit et la mort sans jour empêche de vivre quoi des bouquets. Parce que si la mort sans jour empêche de vivre, l'empêcher des milliers de monde vivre tout. Le risque qu'on gagne, ce n'est pas un risque personnalisé. Son risque généralisé. C'est tout le monde qui a un problème là. Le barbecue bloque l'arrière, il bloque la monde. Il n'est pas bloqué l'arrière pour celle ou même. Alors, chaque fois que nous venons, et souvent, c'est le cas côté nous venons, et puis, nous venons, nous disons, ah, tout le monde connaît que Haïti a un problème. Et puis, là, tout le monde connaît Haïti a un problème. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire asile pour ça? Mais c'est sûr que ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que Canada connaît que Haïti a une situation humanitaire, parce qu'il y a une différence pour nous faire entre situation humanitaire et asile. Asile, ça fait partie de motif convention. Est-ce que me persécuter pour race, pour religion, pour nationalité, moi? Ça c'est motif. Est-ce que me persécuter pour opinion politique, moi? Est-ce que me persécuter pour groupe social, moi? Est-ce que me persécuter pour menace à la vie? Est-ce que nous avons ensemble de motifs? Mais le motif, il va marquer est-ce que moi raseur, moi j'ai problème d'argent, et puis mon bras dit me persécuter? Motif, il pas dire que si catastrophe naturelle, problème naturel, c'est que moi persécuté pour ça. Motif, il pas dire ça. Ça veut dire que si moi j'ai un tremblement de terre qui arrive, c'est déplorable. Bagay ça a plus aller dans la question humanitaire que aller dans la question asile. Nous venons, nous parler, nous jeunes gens qui viennent à nous qui a un problème, et puis nous faisons à faire de menacer, nous pas même prendre conseil, nous pas même demander gens qui connaît pour aider nous. Et puis juste seulement ça nous fait, et puis nous aller, et puis nous prendre conseil, et puis nous battre. Alors moi dis-nous ça c'est vraiment important, c'est que si nous voulons faire de menacer là, c'est pour nous planifier nous, pour nous connaître qui gens pour nous faire ça, parce que ça va permettre que au moins nous connaissons comment la situation. Alors,
Et la demande d'asile est différente de la demande de considération humanitaire, parce que dans la demande de considération humanitaire, vous avez 2 points. Vous avez d'abord la question qui a rapport à votre établissement, et le deuxième point, c'est surtout les difficultés auxquelles vous pouvez faire face si vous retournez. Tandis que dans la question d'asile, c'est les menaces à votre vie. Ça veut dire que je demande la protection du Canada parce que je sais que si je retourne dans le pays, ma vie sera risquée. Vous voyez, ça c'est asile. Tandis que pour la demande de considération humanitaire, d'abord, je démontre que je suis bien établi, je travaille, je paie mes taxes, et puis j'ai des amis, je fais tout ce qui est intéressant, je fais du bénévolat. Pour la demande de considération humanitaire, et deuxième point, c'est les difficultés. Est-ce que je vais pouvoir travailler si je retourne dans mon pays? Est-ce que je vais avoir un logement? Est-ce que je vais avoir, par exemple, la possibilité de faire vivre mes enfants? Voilà quelques exemples de difficultés que vous pouvez avoir. Alors, c'est peut-être ça. Là, nous chita, nous quitter monde après tête, nous fait n'importe qui bagaille. Malheureusement, nous échouer. Ça veut dire que, et puis ensuite, nous, ouais, problème sur problème après ça. Des fois, mon a dit, ah oui, m'a fait des matchs là, même si je connais que pas bon, après ça, m'a fait notre bagaille. Mais ou pas capable d'entrer dans une dynamique pendant qu'on connaît pas bon, alors qu'il y a des gens qui là qui pourraient aider nous. Qui j'en fait entrer dans ça? Et puis, en plus de ça, l'autre bagaille encore, c'est que nous dit, oui, nous avons venu, nous avons demandé compatriotes comme si les gens qui dans le domaine et haïtiens qui sont capables d'aider nous, mais quand l'autre encore blanc comme Annie toujours, ça veut dire que, ah, non, c'est blanc qui a aidé, mais c'est tout ça. Mais l'homme, bras nous marie, l'autre problème, c'est moi haïtien pour nous, ouais, qui peut aider nous. Alors que si loi, règlement est très clair, alors pas aucune façon pour moi dire que moi-même pas fait tel bagaille à cause de ceci. Ça veut dire que c'est vraiment faut nous faire attention par rapport à ça parce que sinon on a un pile problème dans ça. OK? Alors, je vous rappelle que vous arrivez ici, vous avez un visa de visiteur, vous venez pour visiter. Si jamais vous décidez de rester au pays, normalement vous devez démontrer que vous avez vraiment la possibilité de pouvoir, et vous avez été menacé, vous avez eu des problèmes, et là maintenant vous démontrez que vous avez des problèmes. Maintenant, pour les qui compatriotes nous, qui Chili, qui Mexique, qui au Brésil, bon, nous connaissons une situation très difficile. Nous connaissons qu'il y a un pile dans le monde. Par exemple, je dis que de 2010 à 2021, il y a presque 1 million de monde qui quittent le pays. Et c'est grave, c'est 1 million de monde qui quittent le pays. Ça. Et le monde, il y a allé, et situation extrêmement compliquée. Ça veut dire non seulement le pays a perdu ressources, le pays a perdu bras, et en plus de ça, quand il y a le monde, même, ils viennent frustrés, il y a passé misère. Parce que longtemps de moun a raconté nous ça a passé sur route ça gen moun les monde d'Ariane ça moun qui mourir là-dedans c'est très grave. Mais moi ça me demande nous pour nous même cap écouter émission ça pour nous même cap partager là avec nous. S'il vous plaît pas écrire sur les médias sociaux n'importe qui bagaille pour dire moun yo mettre vini. Parce que là nous fait ça parce que y a pile moun qui dit pas déplacer si pas attendre mauvaise nouvelle de sur les États-Unis. Nous pas aucun intérêt pour nous faire ça. Kounya la, gen moun yo k'ap di moun yo rete par exemple dans zone nan, tant l'on ka entrer après ça pour nous venir Canada. Ça ou pas bon tout. Moi comprendre situation. Si m'ka di nous moi si moi parler avec moun yo, moi connais situation difficile. Mais si kounya la, moi connais par exemple zami moi ils vont gon problème. Mais si m'pa ka balon solution, même pas qu'à dire font bagaille tout côté pour la tête dans l'eau. C'est ça pour nous essayer comprendre tout parce que là nous dit qui ça moun doit faire. Bon mais par exemple, moi connais un problème Chili. C'est d'accord, il y a un problème. Mais est-ce que c'est bon pour quitter Chili à tout pour prendre route là, c'est pas qu'on qui bon c'est à privé et en même temps c'est pour une information qui pas vraie. Est-ce que il est le temps pour que nous-mêmes pour nous dire en nous dit mon vrai bagaille c'est sûr que nous pas empêcher de quitter le pays parce que bah là pas bon vrai et ensuite nous gagnons un paquet qui est monde qui a dirigé le pays qui est conscient et puis gang partout regardez ça et envoyé spécial américain dit
que le gouvernement lié avec gang. PHTK a depuis monté, c'est seulement gang que le créé dans le pays. C'est ça seulement que le fait, et comme on dit, système bandit légal. Où vous nous retrouvez dans une situation, côté monde ne pas qu'à vivre, côté pas qu'à fonctionner, et puis pendant ce temps, nous là. Alors, 1 million de monde déplacés de 2010 à 2021. Et tout le monde ça va aller. Ici, nous à peu près 150 000, 200 000 peut-être. Nous venons. Mais malgré ça, chaque côté nous pas représenter une force. Mais le gouvernement fédéral là, le gouvernement libéral là, fin réélu. Nous-mêmes, nous avons une revendication au niveau immigration. Il y a un paquet de monde qui gagne, moun yo pas aidé dans le sud. Dans le sud là, moun ça va dormir en battante. Les temps pour nous faire un front, pour nous faire partie libérale là, mettez un programme, même si pas mettez un programme là, mais pour l'accélérer demande moun sa yo. Parce que c'est pas normal que yo fait ça pour Afghan yo fait ça pour l'autre moun yo, et puis nous-mêmes nous voter libéral à 98%. C'est pas normal pour nous rester là, et c'est pas rester comme si de plus en plus moun Abdou pas le faire jeune, pas le faire ceci, pas le faire cela. C'est pas ça que pas le bail solution, hein. C'est à rencontrer avec les députés nous sont élus pour nous dire là mon problème qui ça n'a fait dans situation ça. C'est comme ça que pour nous capable voir ça monter. Mais si nous pas fait ça, ça pas le passer. Avec problème avec ça. Alors c'est comme ça que et nous dans la situation, et que vraiment il est le temps pour nous faire bagaille, parce que si nous pas faire rien, ça nous parle de problème par rapport à ça. Vous comprenez? Alors, ça veut dire que mes situations que nous y est, et que nous-mêmes, faut ne pas quitter la dépasser, non. Faut nous pas raconter n'importe qui bagaille sur WhatsApp, sur les médias sociaux. On monde vient dans caille nous, il y a un problème, ou nous connaissons un monde qui fait rentrer, nous disons avant de faire de manière, mes amis, demandons conseil, est-ce que ça va le déclarer, est-ce qu'il fait partie de une motif conventionnel pour monde ça pas tomber dans le dos. C'est ça pour nous faire, pour ne pas avoir un problème comme ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir été à l'écoute pendant ces 60 minutes-là, et c'est toujours pour nous un plaisir de vous servir, parce que nous sommes avec vous et chaque samedi à pareille heure, les mardis et les jeudis à 7h PM. Nous avons aussi un résumé de l'actualité en immigration au Canada. Et puis, si vous avez besoin de nous, vous avez nos numéros, nos téléphones ici, 438-876-9398, 438-382-9398, et vous avez aussi des messages que vous pouvez nous envoyer sur WhatsApp au 438-876-9398. L'émission que vous écoutez est aussi en rediffusion chaque jour à 8h AM, chaque après-midi à 1h PM, chaque soir à 6h PM. Alors, l'émission aussi est sur la page Facebook de Vision Max Service. Alors, vous avez toutes les façons, parce que si jamais quelqu'un n'a pas écouté l'émission, vous pouvez lui dire, allez sur le site, allez sur la page de Vision Max Service, ou bien allez normalement sur... Et à la radio, on a deux numéros de téléphone, 438-701-8343 et 518-906-1857. Vous allez pouvoir écouter l'émission, vous allez pouvoir partager avec vos amis et vos proches. Merci beaucoup à notre ami Yvon Chéri. On se retrouve samedi prochain pour une émission similaire. On sera au mois d'octobre. Bonne soirée.